Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Philippe Lustig, la voix de la boxe à la télévision. Jean-Philippe Lustig, vous avez certainement tous entendu un combat de boxe commenté par cette voix inimitable. Jean-Philippe est avec nous ici au micro d'or. Aujourd'hui, Jean-Philippe, il y a le podcast Ring Story qui est sur l'équipe.fr, le grand livre de la boxe. Je rappelle les grandes années Canal, mais aussi ensuite TF1, Eurosport. Et tout ça, ça fait des décennies de champions, de combats vus. Et on se trouve là à 6-7 mois d'un grand rendez-vous de boxe. C'est la boxe olympique qui va avoir lieu en France. Et quand on dit boxe olympique, on a des espoirs, des rêves, on a des champions, on a une histoire de la boxe. Alors je voudrais commencer par ça, parce qu'on évoquera évidemment, parce que j'ai des questions. Si tu veux, moi je te suis, je t'écoute Étienne, je t'écoute. Je suis curieux et j'aime bien ça. Mais voilà, on va parler de la boxe olympique tout de suite. On est à 7 mois. Il y avait eu 2016 à Rio qui a été une Olympiade phénoménale. Forcément, pour les amateurs de boxe ou pour les amateurs de sport ou pour les gens qui aiment les médaillés, ils se disent c'est à Paris la boxe. Alors, ça va donner quoi cette année ? Écoute, c'est délicat, je peux pas prévoir. Simplement, il y a une réalité chiffrée. C'est-à-dire qu'il y a l'exploit aux Jeux de Rio avec 6 médailles. Sur 9 participants, le ratio est extraordinaire. C'est d'ailleurs la délégation sportive française qui a eu le plus de médailles en proportion par rapport des choses. L'échec de Tokyo en 2021. On attend entre 3 et 5 médailles. Voilà. Donc, à ce jour, il y a 7 qualifiés. 4 filles, 3 garçons. Il y a encore 2 tournois qualificatifs, un en fin février, un début mai. Parce que les fameux TKO, tournois qualificatifs pour les Jeux, la boxe a la particularité, au contraire de l'athlétisme ou de la natation, c'est qu'il n'y a pas de passe-droit. C'est-à-dire que là, quand je dis un passe-droit, tu fais un temps, tu es qualifié. Ou tu es numéro 1 mondial, tu es qualifié. En judo, il y a des classements mondiaux et tu peux. En revanche, en boxe, il n'y a aucun passe-droit. Ce qui signifie que quel que soit ton palmarès, ton histoire, la place que tu occupes au sein de ton équipe nationale ou sur un plan international, donc, tu es dans l'obligation de participer à un tournoi qualificatif, soit de le remporter ou d'être en finale en fonction des quotas qui sont attribués. D'où la difficulté de participer au jeu. Donc il y a encore 2 tournois qualificatifs, il y a encore des Français, on peut s'attendre au total entre 9 et 10 participations de ces boxeurs et boxeuses français. Il y a une belle génération emmenée par Sofiane Oumia, qui est triple champion du monde, vice-champion olympique, et donc qui a le potentiel et il visera la médaille d'or. Donc voilà, entre 3 et 5, voire plus. L'équipe est talentueuse. Il y a ces filles aujourd'hui qui sont importantes au SLI. Le retour d'Estelle Mosley au sein de cette équipe de France également, qui a été championne olympique à Rio. Il y a Kadiri, il y a Michel. Il y a vraiment une équipe de qualité dans différentes catégories. Maintenant, c'est compliqué parce que la concurrence est terriblement rude, mais l'équipe est bien structurée, l'encadrement est de qualité, les entraîneurs nationaux le sont, le DTN aussi, et puis à la tête, il y a un président qui est Dominique Nato, qui connaît tous les rouages, puisque lui-même a grandi et a évolué. Passé par tous les échelons de la boxe. Voilà. Puisqu'il a été champion de France amateur, champion de France pro, il a été ensuite entraîneur national, DTM, aujourd'hui président de la fédération. Et c'est un élément important, au-delà de ce qu'il met en place au sein de cette équipe de France, garçons et filles, il a également au sein des instances internationales du poids, pas juste avec son quintal, mais également sur un plan de la stature qu'il a et où il est légitime et reconnu. Alors la boxe olympique a permis aux professionnels de venir, à condition qu'ils se remettent un an avant, c'est ça à peu près, ils reviennent faire les fameux TQO. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le niveau, dans la préparation, de voir On parle d'Estelle Mosley, qui est championne olympique en 2016, qui a entamé sa carrière professionnelle, qui se remet. Sofiane Oumia, qui a fait un petit passage chez les pros et qui se remet dans les rangs amateurs. Est-ce que ça change quelque chose ? Parce qu'il y aurait un tel décroché entre l'entraînement amateur ou la carrière amateur et la carrière pro? Non, c'est une bonne question, Étienne. Ce qui se passe, c'est que le fait est, comme d'ailleurs dans tous les sports, avec l'ouverture maintenant au stade de l'olympisme du monde professionnel, c'était une utopie. Voilà, la réalité, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, vu que le sport est professionnel à tous les niveaux. Donc, les boxeurs pros sont les bienvenus, à partir du moment où ils participent au tournoi qualificatif. De nombreux d'entre eux y ont tenté, Hassan Ndam, par exemple,
notre franco-camerounais qui a été détenu un titre mondial en moyen. Il s'avère que la distance est différente. Il y a 3 rounds. Les pros, c'est 10 rounds et 12 rounds pour un titre international. Ça n'a rien à voir. Donc finalement, il n'y a pas des grands noms du monde professionnel. On ne va pas demander au Klitschko de revenir. Voilà, ou à Joshua qui était champion à Londres, ou même à Tony Yoka, malheureusement ça s'est très mal passé pour lui dans le monde professionnel, de revenir. Il pourrait participer au tournoi qualificatif. Mais donc, il n'y a pas de super crack pro qui seront présents aux Jeux Olympiques à Paris. Sofiane Oumia est un crack dans son domaine. Comme tu l'as précisé, il continue parallèlement à poursuivre sa carrière dans les 2 disciplines en quelque sorte, avec des distances différentes, oscillant un combat pro avec un combat amateur dans une compétition amateur qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui la boxe olympique et plus amateur. Voilà. Et donc, mais c'était assez exceptionnel, il est invaincu chez les pros. Estelle Mosley est invaincue chez les professionnels également. Elle a remporté un titre mondial IBO. Donc, elle est revenue dans le giron quand il y a eu cette échéance olympique. Donc, voilà, Oumia arrêtera tout combat autre que dans le monde olympique à partir de janvier. Il a encore même boxé là dans le monde professionnel il y a quelques jours. Donc, oui, il est à Dubaï, il a été boxé, exactement. Et une semaine avant, il était à Marseille dans un grand tournoi, dans une grande soirée où on a découvert un boxeur fou que j'adore qui s'appelle Kevin Nele Sacho, qui est un Camerounais, qui est phénoménal. Et le mot est pas trop fort. Sur le ring et en dehors. En super moyen, vaincu, 19 KO, 21 victoires, et puis ce qui dégage, et puis l'empathie, l'intelligence, la relation avec les gens, enfin c'est un crack. Alors, les gens qui connaissent la boxe, comme toi, vont savoir de quoi je parle, mais pour le grand public aussi, les grands noms sont tous venus, sont sortis en France comme à l'étranger. Cassius Clay, il a été champion olympique, Ray Sugar Leonard, on parlait de Klitschko, de Joshua, Tony Yoka, qui débute une carrière, mais Thiozo n'a pas eu la médaille, mais il a été au JO. C'est vraiment l'antichambre, et est-ce que on peut se dire que c'est là que se forgent les tempéraments, les carrières, ou alors toi tu as vu des gens passer complètement à l'écart des JO et faire de grandes carrières? Alors, c'est intéressant. Incontestablement, de très grands boxeurs qui ont marqué l'histoire du noble art sont passés par les Jeux Olympiques. Frazier était champion olympique, oui. Foreman champion olympique, Ali, Klitschko, oui. Joshua, même si il n'est pas dans la même lignée. Oui, voilà. Donc, Léonard en 76 à Montréal. Tous. Mais Hagler n'est jamais passé par le monde amateur. Thomas Hearns non plus. Tyson non plus. Il est éliminé dans un tournoi qualificatif un an avant les Jeux. Henry Tillman, éliminé. Ouais. Il va perdre donc aux fameux trials américaines, les sélections américaines. Et également, il a même été battu en championnat national américain à l'âge de 18 ans. Donc, il ne participe pas aux Jeux de Los Angeles en 84. Maintenant, les exceptions. Ce sont des pays où il n'y a pas de boxe amateur ou olympique, où ils ne sont pas représentés. Le Mexique, le Panama, certains boxeurs américains, également, bien que l'équipe américaine aime la boxe. Pourquoi ? Parce qu'ils passent pro très jeunes. Ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de gagner leur vie avec la boxe. Donc, le Trinidad, par exemple, Félix Trinidad, qu'on connaît, qui a été champion du monde en welter, est passé pro, il avait 17 ans, 18 ans. Roberto Duran, immense champion du Panama, il passe pro à 16 ans. Chavez, pareil. Canelo, aujourd'hui, Alvarez, il passe pro, il a 15 ans et demi. Donc ce sont dans ces pays-là où un Pacquiao, Manny Pacquiao, Pac-Man, cette figure légendaire des Philippines, passe pro, il a 15 ans, 16 ans, 15 ans et demi. Alors, parce que dans ces pays, il n'y a pas de structure et que le monde pro est le seul moyen pour eux de grandir, de s'élever, de sortir de l'extrême misère dans laquelle ils étaient et donc de rendre leur vie bien meilleure. On sait que la boxe est un sport de souffrance, d'exigence, de volonté. Je pourrais multiplier les qualificatifs. Qu'est-ce qui fait qu'entre un boxeur européen et un boxeur mexicain, panaméen, philippin, en dehors de cet aspect que tu viens d'expliquer, qui est peut-être une énergie plus grande ou une rage ou je sais pas, quelque chose à mordre de plus important? Oui. La rage, c'est le mot. C'est la rage, la dureté. La dureté au mal, la dureté de leur vie
qui fait qu'ils surmontent la douleur, qu'ils ont une capacité extraordinaire à encaisser, à s'élever. Ce fameux mot qui est très à la mode aujourd'hui, qu'on parle de résilience, cette capacité à encaisser les coups à la fois mentaux et physiques. Ouais. C'est cela. Et comment le corps réagit-il et comment le mental peut-il réagir après une épreuve terrible qui vous arrive dans la vie. Tous ces boxeurs-là ont cette vertu. Et pourquoi il y aurait des pays où il n'y a pas beaucoup de champions? Espagne, Italie, Allemagne. Parce que j'ai envie de dire d'une façon un peu simpliste, la vie est moins dure. Oui. Mais c'est terrible à dire, mais c'est la réalité. Alors bien sûr qu'elle n'est pas toujours joyeuse en France ou dans ces pays-là, parce que leur vie est compliquée et qu'il y a cette fameuse cité aujourd'hui où il peut y avoir de la violence et de la souffrance. Mais si je si je vais à l'extrême, je dirais c'est incomparable avec ce qui peut se passer dans ces pays que j'évoquais, qui peuvent être les Philippines, qui peuvent être l'Amérique centrale, ou encore aux États-Unis, ou dans l'ex-bloc soviétique, où ils sont durs. Mais ce qu'on appelle durs, c'est-à-dire qu'ils sont durs comme la pierre. Les Ukrainiens sont hallucinants. Lomachenko ou les Klitschko, ou encore Usyk aujourd'hui qui domine les poids lourds avec Tyson Fury, même les Anglais sont durs. Donc c'est dans leur ADN, dans leur culture, dans la vie au quotidien et dans leur histoire. Alors, le débouché pour eux, ce sera une carrière professionnelle, mais, et ça, toi, ça va te parler évidemment, le cas des Cubains, qui maintiennent le plus haut niveau de boxe olympique. Je ne veux pas remonter jusqu'à Teofilo Stevenson, mais tous les titres qu'ils ont eus, à chaque fois dans les JO, tout le monde se dit qui je prends comme Cubain dans mon tableau. Ils ne passent pas professionnel derrière. Alors ça a changé, si voilà, tu veux. Justement, j'aimerais que tu m'expliques un peu, parce qu'ils sont restés évidemment, comme beaucoup de sportifs cubains, maintenus dans le monde amateur, notamment les boxeurs. Les athlètes, eux, pouvaient, comme Sotomayor, pouvaient aller faire les ils avaient un passe-droit. Avaient des positions, Juan Torrena, etc. Mais pour la boxe, on se dit, mais quel vivier. Moi, à chaque fois qu'il y a des France-Cuba, je suis allé en voir en France, parce que si on aime la boxe, c'est merveilleux. de la belle boxe. C'est une éducation. Et même, je sais que Tony Yoka avait, comment il s'appelait, qui est un Cubain qui était avec lui. Oui, qui a été attaché à l'équipe de France. C'est Dominique Nato qui est allé le chercher, donc il y a une quinzaine d'années, qui reste toujours là, attaché aux équipes, et qui a été entraîneur national. La boxe à Cuba, c'est le foot au Brésil. C'est-à-dire que tout le monde boxe, garçons et filles boxent. La vie est dure dans ce pays, mais il y a une tradition exceptionnelle du noble art, et c'est pour ça dire que ce sont les plus beaux techniciens qui existent. C'est-à-dire qu'ils boxent comme ils respirent. Mais ayant cette dureté en même temps, parce que leur vie est dure, bien qu'ils vivent au soleil, mais leur vie est dure, leur vie est dure, ils ont dominé, et je parle au passé, parce que ce n'est plus le cas, le monde amateur et le monde olympique. Ils avaient une avance incroyable sur tous les boxeurs. Dans toutes les catégories, il y avait des phénomènes cubains qui, en raison donc du régime et de dictature, il n'y avait pas la possibilité pour eux de passer pro. Sauf à quelques exceptions près, lorsqu'ils faisaient défection. Ils quittaient le territoire cubain, ils réussissaient à partir en Floride directement, il y a une grosse communauté cubaine, et donc ils grandissaient, ils ont remporté des titres, notamment à partir des années 2006-2007. Il y a une exception un peu dans les années 90, mais c'est assez rare. Bref. Donc ces Cubains, aujourd'hui, il y a une telle concurrence. Et curieusement, il n'y a pas de super crack. C'est-à-dire qu'il y en a, mais il n'y a plus cette densité qu'il y avait, cette variété extraordinaire. Et même au niveau mondial aujourd'hui, la boxe, ces boxeurs cubains ne dominent pas comme on pourrait l'imaginer. C'est pour ça que j'en cite pas. Tu as vu, aujourd'hui, dans le monde professionnel, tu n'as pas de boxeur cubain exceptionnel. On annoncé comme le favori. Et non, absolument pas. Et les meilleurs qui ont déjà été 2 fois champions olympiques, très souvent restent, ou alors ils sont en fin de carrière là. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, tu as, je sais pas moi, Gamboa, que j'adore, qui a été champion olympique à Athènes, et qui a même d'ailleurs battu un certain Jérôme Thomas, notre médaillé olympique. Était exceptionnel. Il fait des flexions, il a 30 ans, 31 ans. Il a dominé la catégorie en super plume, en léger, en super léger, mais ça ne va pas durer longtemps. Et puis, il y a un élément terrible, c'est qu'on sait à quel point ce sport est dur. Et donc, ces Cubains qui vont goûter au succès, à l'argent, eh bien, ils vont avoir du mal à se remettre en question. Ce qui veut dire que dans leur pays, ils étaient super cadrés, étaient exigeants tout au long de leur carrière, et lorsqu'ils vivent dans le monde professionnel, il n'y a plus la même exigence. Il n'y a plus le même comportement à 120%
concentrés sur leur métier de boxeur, et donc parce qu'ils découvrent plein de choses Il y a merveilleuses. une aspiration à une autre vie. Exactement. Et donc, ils deviennent vulnérables. personnelle, ouais. Et donc, ils deviennent vulnérables. Parce que la clé, si tu veux, pour rester au sommet, c'est malgré le succès, et c'est en cela que les plus grands sont, mais dans tous les sports, ont quelque chose de rarissime en eux, de pouvoir, malgré le succès et l'argent, rester concentrés, rester exigeants, et leur engagement total dans leur discipline reste au même niveau d'exigence qu'au début. Ah ben, dans n'importe quel sport individuel, la quête pour aller au sommet est dure, mais y rester est encore plus dur. C'est Exactement. Non, tu connais ça parfaitement. Donc voilà. de discipline, d'exigence. Et alors, quand on voit justement la répartition des, on va dire, des forces du monde, tu parlais du bloc de l'Est, comme on disait avant, donc en effet l'Ukraine et la Russie. Il y a, on vient de parler de Cuba, il y a ces pays où il y a des phénomènes qui naissent. J'aimerais que tu me parles de l'Afrique, où il y a aussi de grands combattants, mais en même temps, c'est un pays où on se dit il pourrait y avoir de grands champions. Mais c'est très curieux. Et on ne sait pas pourquoi ça émerge de temps en temps, puis il n'y a plus rien derrière. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en Afrique subsaharienne, alors tu as le Maghreb, il y a toujours eu des boxeurs marocains, algériens, voilà, historiquement, que la France a accueillis, ou d'autres qui ont réussi. Mais d'abord, la place de la boxe n'est pas énorme, curieusement. Le football prend énormément de place. Et en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il y a toujours, ou au Sénégal, il y a eu des champions. N'oublions pas que le premier champion du monde africain est donc un Sénégalais qui s'appelle Batling Siki, qui a Louis Fall de son vrai nom, et qui a battu la légende Georges Carpentier en 1922, est devenu champion du monde des mi-lourds. Mais il a quitté son Sénégal, il a été accueilli à Marseille, puis aux Pays-Bas, et il fait sa carrière dans les années 20. Il sera malheureusement assassiné d'ailleurs à New York en 25. Mais il y a très peu, et quelques exceptions. Carlos Takam, Camerounais, formidable, grand champion. Hassan Ndam, Camerounais. Souleymane Mbaye, Sénégalais, qui a été champion du monde en super léger. Il y a quelques exceptions comme ça, mais le vivier, alors qu'elle est pratiquée, n'est pas si important au Sénégal. La lutte sénégalaise prend le pas. Donc malheureusement, on aime ça, mais ils ont du mal. L'Afrique du Sud sort des champions, mais depuis tout le temps. À la fois des Noirs et des Blancs. Et d'ailleurs, surtout chez les Blancs, ce sont des gros gabarits, et dans les petites catégories, ce sont des Noirs. Donc c'est intéressant, si tu veux, mais il n'y a pas ce vivier. J'ai commenté pour la chaîne olympique au mois de septembre, pendant une semaine, il y avait le TKO du tournoi africain. Donc il y avait 55 nations. Ouais. Et on donnait le vainqueur homme uniquement était qualifié pour les Jeux de Paris, dans toutes les disciplines. Une place, t'imagines, avec des tableaux où tu avais 20-30 inscrits. Donc tu avais des tableaux 16e, 8e, quart, etc. Et chez les femmes, tu avais finalistes et donc 2. Voilà. Mais le niveau, je commentais avec Sarah Ouramoun, qui est une formidable championne, qui a été vice-championne olympique, Sarah. On commentait et on a été surpris du niveau. C'est-à-dire qu'en dehors de quelques exceptions, en dehors de quelques nations comme le Maroc, avec des boxeurs de qualité, et l'Égypte, le niveau était très moyen. Très moyen. On était surpris, le niveau était faible. Mais c'est un recul de l'enseignement, c'est un manque ou un désintérêt pour la... Non, alors il y a pas les structures, c'est-à-dire est-ce que les meilleurs entraîneurs, est-ce qu'ils ont des bons entraîneurs? Pas forcément. Est-ce que les meilleurs de l'étranger viennent dans ces pays? Pas sûr, parce que les conditions ne sont pas forcément optimales. Est-ce qu'il y a un vivier extraordinaire? C'est peut-être pas le cas. Donc à l'arrivée, il y a un niveau qui est moyen. Et donc il y a quelques belles histoires, mais individuelles. Et ce continent extraordinaire, si grand, si fort, eh bien, il a du mal à produire, entre guillemets, des champions en boxe de façon régulière. Parce que lorsqu'on voit émerger Takam, mais lorsqu'on voit émerger un champion, on se dit, finalement, il est le meilleur des autres. Donc il y a forcément une concurrence, comme ça se joue dans tous les pays. Et donc, elle est beaucoup moins vive, non, moins accrochée. Oui, il n'y a pas cette concurrence. Il y a des pays de tradition. Le Congo, par exemple, il y a au Congo des boxeurs. On l'a vu, d'ailleurs, Bakole qui a battu Yoka vient de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, ils ont tous, c'est intéressant là encore, il y a, je dirais, pas des morphotypes, mais des manières de boxer dans des pays qui sont différentes en fonction du pays d'où ils viennent. Mais si tu veux, ce sont des exceptions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de champions que cela. C'est assez étonnant. On peut le regretter. Et de temps en temps, tu as du Mali. Est-ce qu'il y a eu des grands champions du Mali?
Est-ce qu'il y a eu des grands champions en boxe? Non. Un grand champion ivoirien, tu vois, Oui. non, ça me vient pas spontanément, tu vois. Cameroun, oui. Sénégal, un petit peu. Congo, il y en a donc en lourd léger et en lourd. Mais il y en a peu. Il y en a très peu, malheureusement. Il y a aussi, c'est un sport qui cherche sa promotion mondiale, comme toutes les fédérations internationales. Et on sait qu'en ce moment, ça tangue au plus haut niveau entre la fédération World Boxing qui s'est créée, l'AIBA qui continue. Ouais, c'est confus. Voilà, c'est confus, y compris pour l'amateur lambda de boxe qui ne sait plus trop, je parle pas des ceintures en jeu, mais qui ne sait plus trop qui prend le pouvoir, qui laisse boxer. Il y a même eu une incertitude sur l'avenir de la boxe dans le programme olympique. On se dit que, compte tenu de tout ce qu'on vient de passer, de tout ce dont on vient de parler, des champions qui en sont issus, des grands combats qui sont devenus, des grands combattants qui sont devenus des professionnels, on se dit qu'on a l'impression qu'on est à un moment charnière, et dans la promotion, et dans les compétitions, et peut-être dans la crédibilité même de la compétition. T'as raison, parce que là, il joue quelque chose. Alors, là, c'est inquiétant. Oublions le monde pro. Confusion, un peu, on a du mal à sortir les champions, alors qu'il y a des super cracks, mais il y a beaucoup de fédérations, beaucoup de catégories, et puis avec des titres parfois qui sont gold, qui sont intérim, qui sont super champ, bref, on a du mal à comprendre. Dans le monde amateur, donc le mode olympique était simple, tu avais une instance dirigeante qu'on appelait à l'époque l'AIBA, qui était l'instance donc, qui régissait toutes les compétitions internationales, championnat d'Europe, championnat du monde, et également qui mettait sur pied, avec le CIO, les compétitions qualificatives. Il y a eu des malversations, il y a eu des problèmes d'éthique, de tricherie. Sur un plan financier, les choses étaient un petit peu complexes, et donc il y a eu une pression du CIO pour nettoyer cette fédération mondiale. Ouais. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont changé de nom, est arrivé un Russe, voilà, et qui n'a pas suivi les directives du comité olympique, qui a décidé de sanctionner l'AIBA. Donc l'AIBA est devenue l'IBA, International Boxing Association. Il y a même une fédération mondiale professionnelle qui s'appelle l'IBA. Bref, et aujourd'hui, le CIO a décidé que le sport restait olympique, mais que l'IBA sortait. Donc une instance dirigeante. C'est comme si demain, la fédération d'athlétisme, l'IA2F, très bien, qui est donc l'instance qui dirige l'athlétisme dans le monde. Elle n'avait plus la possibilité, Sébastien Coe, le président, et bien aujourd'hui, il est en guerre avec le CIO. Il dirait, c'est très bien, mais nous, on ne veut pas de toi, et les compétitions que tu organises et les meetings que tu fais à Zurich, au championnat du monde, on les reconnaît plus. Voilà, on sort, mais nous, on va quand même, comme l'athlète est un sport majeur, on va quand même organiser nous-mêmes, mais tu sors. C'est ce qui s'est passé dans la boxe. Voilà. Donc la boxe n'est pas sortie du programme olympique, elle est même confirmée pour les Jeux 2028, mais il va falloir qu'une instance dirigeante qui va arriver maintenant, parce qu'il y a eu une union de nombreux pays, États-Unis, Angleterre notamment, des pays occidentaux contre le bloc russe, en quelque sorte. C'est aussi une guerre, c'est une guerre politique. C'est porté par des vraies oppositions. Il y a des enjeux énormes. Et donc, qu'est-ce que va devenir cette instance dirigeante qui ne l'est plus, mais qui finance, parce qu'elle a beaucoup d'argent grâce à Gazprom, etc., d'autres moyens, qui organise des compétitions parallèles. Donc, elle va s'implanter dans le monde pro. Voilà, si je projette un petit peu, on peut le dire sur Radio Sport, si on se projette dans quelques temps, tu auras une instance dirigeante professionnelle qui va s'appeler l'IBA, qui a beaucoup d'argent et qui va décider maintenant d'offrir beaucoup d'argent à tous ses combattants. Il y a eu des mondiaux en Inde, il y a des boxeurs ou boxeuses, je ne sais plus, je crois que c'est une néerlandaise qui a été suspendue parce qu'elle y était allée alors que sa fédération nationale, et donc du côté de World Boxing, c'est ça le nouveau nom, et interdisait à ces boxeurs ou boxeuses alors que ça pouvait être officiellement ou officieusement qualificatif. Donc, très sincèrement, je me mets à la place des athlètes qui ont... c'est tous les victimes. Voilà, eux, ils ont en cible les JO et puis une carrière, et le public, il se dit, mais il ou elle a gagné quoi, mais c'est qui... Non, mais c'est très compliqué. Sofiane Oumia, notre leader, qui est quand même un boxeur assez étonnant, un formidable champion, il continue une carrière professionnelle et il continue à disputer des titres IBA, donc de l'instance dirigeante qui n'est pas reconnue. Oui. Lorsqu'il fait les championnats du monde, qu'il est champion du monde pour la 3e fois cet été, il prend un chèque de $200,000 qui a été officiel. Oui. Pour la première fois, d'ailleurs, il y a eu des montants qui ont été garantis comme au tennis. Des bourses énormes. Et là, derrière, la Fédération française dit, mais attends, alors là, et nous, on travaille avec le CNOSF, donc nous, on est proche du CIO. Donc, tu vois le paradoxe, tu vois l'ambivalence et la complexité d'une situation aujourd'hui pour les boxeurs. Donc, en même temps, aux Jeux Olympiques, c'est simple.
il représentera les couleurs françaises. Le CIO organisera lui-même les compétitions et l'instance dirigeante de la boxe olympique est out. Voilà. Pour conclure, je reviens sur l'été 2024 et les JO. On rappelle où se tiennent les rendez-vous, parce qu'il y a deux emplacements. Il y a Villepinte, c'est ça? Tu as Villepinte, les premiers tours, et les finales, les phases, ça va être génial, à Roland-Garros. Voilà. Donc le toit, donc au mois de juillet, il n'y aura pas besoin. Super terrain pour... Ouais. Non mais c'est génial. Là où d'ailleurs Yoka a boxé 2 fois. Exactement. Et là où Jean-Claude Boutier avait rencontré Carlos Monzon. Tout à fait. 73 ou 75. Ou peut-être les deux. Bravo, en 73. En 72, il le rencontre à Colombes lors du premier affrontement. Et le combat revanche contre Carlos Monzon a lieu à Roland-Garros en juin 73, organisé par un certain Alain Delon. Exactement. On pourrait passer des heures et des heures avec Jean-Philippe. On en apprend toujours. Et ce que j'apprécie chez toi, c'est en dehors de ta grande connaissance du sport, mais aussi de la passion et de l'envie que tu mets de mettre en avant et les boxeurs, et voilà, on a parlé des entraîneurs, on a parlé de tout ce qui fait que, parce que souvent, un sport peut être décrié à cause de ses dirigeants ou à cause de problèmes, ce qui est le cas malheureusement de la boxe, on vient de le dire, mais qu'il reste, tu as dit le mot victime, il reste des athlètes qui s'entraînent, et on se doute bien qu'actuellement, ceux qui sont à l'INSEP s'entraînent énormément, et il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Ouais. C'est valable pour tous les sports, mais il y a tellement un gros objectif cette année que c'est bien d'avoir entendu tes mots pour leur dire qu'on va les suivre jusque... Bien sûr, les accompagner. Et puis je pense qu'on soit à Roland-Garros, à Villepinte, ou qu'on soit devant sa télé, je pense que les gens ils vont regarder la boxe. Merci beaucoup à toi, Jean-Philippe. C'est gentil, merci à toi. Merci pour l'accueil, c'est sympa. Merci beaucoup.